Partie 1. La ville assiégée. Nantes, novembre 1793. La Loire coule comme elle coule depuis des millénaires, indifférente aux tourments des hommes. Ses eaux grises et froides traversent la ville portuaire qui, en temps normal, vibre du commerce maritime, des négociations de sucre et de coton, du va-et-vient des navires marchands. Mais en cet automne de la terreur, Nantes n'a plus rien de normal. La ville étouffe, 10 000 prisonniers, peut-être 12 000, personne ne sait exactement. Ils sont entassés dans chaque bâtiment disponible, l'entrepôt des cafés transformé en prison, les églises vidées de leurs autels et remplies de corps humains, les navires hollandais, bloqués dans le port par le blocus britannique, convertis en geôles flottantes. Partout, la puanteur, partout les cris, partout la peur. Ces prisonniers viennent de la Vendée, de cette guerre civile qui déchire l'ouest de la France depuis mars 1793. Une guerre que personne n'avait anticipée. Une révolte paysanne et royaliste qui a failli renverser la République. Les Vendéens, catholiques et monarchistes, se sont soulevés contre la conscription, contre la déchristianisation, contre Paris et ses révolutionnaires qui voulaient transformer la France en arrachant ses racines les plus profondes. En octobre 1793, après des mois de batailles sanglantes, l'armée catholique et royale tente une dernière offensive désespérée. C'est la virée de Galerne. 80 000 personnes, combattants et civils mêlés, traversent la Loire vers le nord, espérant rallier les Anglais, espérant un miracle. Le miracle ne vient pas. Le 23 décembre 1793, à Savenay, l'armée républicaine écrase les derniers restes de la résistance vendéenne. Le massacre est total. Les survivants sont capturés par milliers. Et c'est à Nantes que ces prisonniers arrivent, hommes, femmes, enfants, soldats vendéens, mais aussi prêtres réfractaires qui refusent de prêter serment à la constitution civile du clergé, nobles suspectés de sympathie royaliste, simples paysans qui avaient le malheur de vivre en Vendée, tous entassés, tous affamés, tous terrorisés. La ville ne peut pas les nourrir. Nantes elle-même manque de tout. Le pain est rationné, les réquisitions pour l'armée ont vidé les greniers, l'hiver approche, et maintenant, il faut nourrir 10 000 bouches supplémentaires, des bouches d'ennemis de la République. Pire encore, le typhus. L'épidémie éclate dans les prisons surpeuplées. Les prisonniers meurent par dizaines chaque jour. Leurs corps pourrissent dans les couloirs avant qu'on puisse les évacuer. La contagion menace de se propager à toute la ville. Les Nantais commencent à paniquer. Ils ont peur de cette masse de prisonniers qui pourrait se révolter, peur de l'épidémie qui pourrait tous les tuer, peur de la famine qui approche. C'est dans ce contexte de chaos, de peur et de désespoir que Jean-Baptiste Carrier arrive à Nantes. Carrier a 37 ans en octobre 1793. Il est né à Yolet, dans le Cantal, une région pauvre du Massif central. Fils d'un paysan modeste, il a grimpé par la force de sa volonté et de sa rage. Avocat raté, politicien médiocre, il a trouvé sa place dans la Révolution. Car la Révolution aime les hommes en colère. Elle aime ceux qui n'ont rien à perdre, ceux qui sont prêts à tout détruire pour construire un monde nouveau. Carrier est député à la Convention nationale depuis septembre 1792. Jacobin radical, proche des montagnards, il vote la mort de Louis XVI sans hésitation. En mars 1793, il participe à la création du tribunal révolutionnaire, cette machine à guillotiner qui va dévorer des milliers de Français. Il est connu pour sa brutalité, pour son intransigeance, pour sa conviction absolue que la fin justifie tous les moyens. Le comité de salut public, le véritable gouvernement de la France révolutionnaire, l'envoie comme représentant en mission à Rennes en août 1793, puis à Nantes en octobre. Sa mission est claire, réprimer toute velléité contre-révolutionnaire, maintenir l'ordre, organiser les approvisionnements pour l'armée et surtout, résoudre le problème des prisonniers. Carrier arrive à Nantes le 8 octobre 1793. Il découvre une ville au bord de l'explosion. Les autorités locales sont dépassées. Le comité révolutionnaire de Nantes, composé de sans-culottes radicaux, veut du sang. La population civile veut de la sécurité. L'armée veut de la nourriture.
et personne n'a de solution pour les 10 000 prisonniers qui meurent lentement dans les geôles infectées. Carrier regarde la Loire, ce fleuve majestueux qui traverse Nantes, qui apporte le commerce et la prospérité. Et dans son esprit, tordu par l'idéologie révolutionnaire et par une cruauté que rien ne justifie, une idée germe, une idée monstrueuse, une idée qui va transformer la Loire en cimetière. Il appelle cela la déportation verticale, ou le baptême républicain, ou encore la baignoire nationale, des euphémismes pour masquer l'horreur. Car ce que Carrier planifie, c'est simple et terrifiant. Il va noyer les prisonniers, par centaines, dans la Loire. Le 4 décembre 1793, Carrier convoque une réunion secrète. Sont présents les membres du comité révolutionnaire de Nantes, François-Louis Philippès Tronjoli, un fanatique qui applaudira chaque noyade, Julien Minet, représentant du département, Renard, pour la municipalité, et les représentants de la Société populaire de Vincent-la-Montagne, un club jacobin particulièrement radical. Dans cette pièce enfumée, ces hommes dressent des listes. 300 noms, 300 personnes qui doivent mourir. Pas de procès, pas de défense, pas même de jugement formel, juste des noms sur du papier et une condamnation à mort collective. Carrier explique son plan. On utilisera les bateaux hollandais bloqués dans le port, des galiotes, ces navires à fond plat parfaits pour la navigation fluviale. On les modifiera, on créera des trappes dans la cale où on affaiblira simplement les planches du fond. On chargera les prisonniers la nuit quand personne ne peut voir. On les emmènera au milieu de la Loire, près de Chantenay, où le courant est fort et les eaux profondes. Et là, on ouvrira les trappes. On laissera l'eau envahir la cale. On laissera les prisonniers se noyer. Silencieux, efficace, moins cher que la guillotine, plus rapide que les fusillades. Et surtout, ça résout le problème de l'épidémie. Les morts ne transmettent pas le typhus. Personne dans cette réunion ne s'oppose. Personne ne dit que c'est de la folie, que c'est un crime contre l'humanité, que l'histoire les jugera comme des monstres. Non, ils haussent la tête, ils acceptent. Certains même applaudissent. Car voilà où mène l'idéologie poussée à son extrême. Quand on est convaincu que ses ennemis ne sont pas des êtres humains, mais des obstacles à éliminer, quand on croit sincèrement sauver la patrie en noyant des enfants, quand la logique révolutionnaire remplace toute morale, toute compassion, toute humanité. Le 16 novembre 1793, la première noyade a lieu. Partie 3. La machine à tuer. Janvier 1794. Le système de mort mis en place par Carrier tourne maintenant à plein régime. Les prisons de Nantes se vident progressivement. Pas parce que les prisonniers sont jugés ou libérés, parce qu'ils sont noyés, des centaines chaque semaine. L'entrepôt des cafés, la plus grande prison, doit être vidé complètement. Carrier en a décidé ainsi. Trop de risques d'épidémie, trop de bouches à nourrir. La solution est simple, tous à la Loire. La nuit du 29 au 30 janvier 1794 marque le sommet de l'horreur. 400 prisonniers sont sortis de l'entrepôt. 400, hommes, femmes, enfants. Vendéens pour la plupart. Certains sont des soldats capturés, d'autres sont simplement des civils qui avaient le malheur d'être à Savenay quand les républicains ont écrasé la rébellion. La procédure est maintenant rodée. On les fouille, on les dépouille, on les attache, on les charge sur les bateaux. On les emmène au milieu du fleuve, on les noie, industriels, mécaniques, efficients. Mais cette nuit-là, quelque chose se brise chez les bourreaux eux-mêmes. 400 personnes, c'est trop, même pour des fanatiques, même pour des hommes ivres de violence. Entendre 400 voix supplier, prier, crier, voir 400 corps se débattre dans l'eau glacée, c'est au-delà de ce que l'esprit humain peut supporter sans se fracturer. Certains gardes commencent à boire avant les opérations. D'autres vomissent après. Un témoin racontera plus tard avoir vu un membre de la compagnie Marat pleurer en silence pendant qu'on chargeait les femmes et les enfants. Mais il ne dit rien, ne fait rien, continue son travail de mort. Car refuser, c'est être dénoncé comme contre-révolutionnaire, et les contre-révolutionnaires finissent dans la Loire. Parallèlement aux noyades, Carrier organise des fusillades de masse. La commission Bignon, un tribunal militaire expéditif, condamne en série. Pas de procès réel, pas de témoins, pas de défense, juste un nom lu à voix haute et hop, condamné à mort.
Entre décembre 1793 et février 1794, 2600 prisonniers sont fusillés. On les emmène à la carrière de Gigant, près de Nantes. On les aligne au bord d'une fosse. On tire, les corps tombent. On recommence, toute la journée, des jours durant. Les bourreaux développent des méthodes pour accélérer le processus. On attache les condamnés en groupe, comme ça une salve tue plusieurs personnes à la fois. On n'achève pas toujours les blessés. Ils sont enterrés vivants, agonisant sous les corps de leurs compagnons. Personne n'a le temps de vérifier qui est vraiment mort. Il faut faire de la place pour le prochain groupe. Les sabrades aussi, une invention particulièrement cruelle. On aligne les prisonniers. Des cavaliers passent au galop, sabre à la main. Ils frappent les têtes au passage. Certains meurent instantanément. D'autres reçoivent des blessures horribles et mettent des heures à mourir. C'est un spectacle, une démonstration de pouvoir, une terreur mise en scène. 300 hommes de la compagnie Marat travaillent 6 semaines à temps plein pour remplir les fosses communes. 6 semaines. Imaginez cela. 42 jours passés à tuer, enterrer, recommencer. 42 jours à transformer des êtres humains en cadavres. Comment reste-t-on sain d'esprit après ça? On ne reste pas. Ces hommes deviennent eux-mêmes des monstres ou des épaves. Carrier supervise tout cela avec une satisfaction évidente. Il écrit au Comité de salut public à Paris. Ses lettres sont des chefs-d'œuvre de cynisme révolutionnaire. Il parle de mesures vigoureuses, de justice expéditive, de salut de la patrie. Jamais il n'utilise les mots de meurtre ou de massacre, car dans son esprit tordu, il ne commet pas de crime. Il sauve la République. Et Paris? Paris ne fait rien. Le Comité de salut public reçoit les rapports. Robespierre sait, Saint-Just sait. Tous savent ce qui se passe à Nantes. Et pendant des mois, ils ne disent rien, ne font rien. Parce que Carrier fait ce qu'ils veulent. Il écrase la contre-révolution. Les méthodes n'importent peu. Seul le résultat compte. Mais les rumeurs finissent par atteindre Paris. Trop de témoins, trop de survivants, trop de cadavres qui descendent la Loire et sont trouvés jusqu'à l'estuaire. L'horreur est trop grande pour rester secrète. Marc-Antoine Julien, un agent du comité envoyé pour inspecter la situation à Nantes, est horrifié par ce qu'il découvre. Ce n'est pas un modéré, c'est un jacobin convaincu, partisan de la terreur. Mais même lui trouve que Carrier est allé trop loin. Le 4 février 1794, Julien envoie un rapport à Robespierre. Il accuse Carrier d'avoir mis la terreur à l'ordre du jour contre les patriotes eux-mêmes. Il décrit les noyades, les fusillades, l'atmosphère de peur totale qui règne à Nantes. Il conclut qu'il faut rappeler Carrier immédiatement. Carrier, sentant le vent tourner, demande lui-même son rappel à Paris. Il obtient satisfaction, le 8 février 1794. Il quitte Nantes après 4 mois de règne sanglant. Derrière lui, il laisse une ville traumatisée, des milliers de morts, des familles détruites, et la Loire, ce fleuve majestueux, transformé en charnier liquide. Combien de victimes exactement? Personne ne sait. Les chiffres varient selon les sources. Certains historiens parlent de 1800 morts, d'autres de 4800, d'autres encore de 9000, peut-être plus. Les archives sont incomplètes, détruites ou jamais tenues. Ce qu'on sait avec certitude, c'est que des milliers d'êtres humains innocents ont été noyés dans la Loire en 1793-1794. Des hommes, des femmes, des enfants, des prêtres, des soldats, des civils. Certains étaient effectivement des rebelles armés. Beaucoup étaient simplement des gens qui avaient le malheur d'être à Savenay quand les républicains ont écrasé la rébellion. Les noyades de Nantes représentent l'un des crimes de masse les plus systématiques de la Révolution française. Plus méthodique que les massacres de septembre 1792, plus froid que la terreur à Paris, plus déshumanisé que les colonnes infernales en Vendée. Car à Nantes, le meurtre est devenu une procédure administrative, un problème logistique à résoudre. Comment se débarrasser de 10 000 prisonniers quand on n'a pas assez de nourriture, pas assez de guillotines, pas assez de temps? On les noie, simplement, efficacement, sans émotion. C'est cette banalisation du meurtre qui fait le plus froid dans le dos. Carrier et ses complices ne se voyaient pas comme des criminels. Ils se voyaient comme des serviteurs dévoués de la République, des hommes qui faisaient les sales boulots nécessaires pour sauver la nation. Et c'est peut-être la leçon la plus terrifiante des noyades de Nantes, que les pires crimes peuvent être commis par des gens ordinaires, qui se croient dans leur bon droit, qui pensent servir une cause noble, qui ont transformé leur conscience en pierre et leur cœur en liesse en nom d'un idéal qu'ils ne questionnent jamais. Partie 4. La chute et la mémoire. 27 juillet 1794, le 9 thermidor du calendrier révolutionnaire. À Paris, Robespierre tombe, la terreur se termine.
La Convention thermidorienne prend le pouvoir, déterminée à se distancer des excès jacobins. Et naturellement, elle cherche des boucs émissaires. Carrier fait un candidat parfait. Le 3 septembre 1794, Jean-Baptiste Carrier est arrêté. L'accusation, crime contre l'humanité à Nantes, meurtre de masse, abus de pouvoir. La liste est longue, très longue. Mais l'affaire commence réellement avec ce qu'on appelle l'affaire des 132 Nantais. En janvier 1794, Carrier avait fait arrêter 132 citoyens de Nantes, accusés vaguement de modérantisme et de fédéralisme. Des accusations creuses. Ces hommes venaient de tous milieux, commerçants, artisans, bourgeois, même quelques sans-culottes. Leur seul crime réel était d'avoir déplu à Carrier d'une manière ou d'une autre. Carrier avait fait transférer ses prisonniers à Paris pour être jugés par le tribunal révolutionnaire. Mais après Thermidor, ces prisonniers sont examinés, jugés équitablement pour la première fois, et tous acquittés. Il n'y avait aucune preuve contre eux. C'était de l'arbitraire pur. Ces 132 hommes libérés deviennent des témoins. Ils racontent ce qu'ils ont vu à Nantes, l'atmosphère de terreur absolue, les arrestations arbitraires, les noyades, les fusillades, le sadisme de Carrier et de ses complices. Leurs témoignages ouvrent les vannes. D'autres survivants se manifestent, des Nantais qui ont assisté aux horreurs, des membres du comité révolutionnaire de Nantes qui cherchent maintenant à se dédouaner en chargeant Carrier, des marins qui ont participé aux noyades et qui, rongés par la culpabilité ou par peur des représailles, racontent tout. Le procès commence le 16 octobre 1794. Il dure 2 mois, 60 jours pendant lesquels la France découvre l'ampleur de ce qui s'est passé à Nantes. Les témoignages sont accablants. Certains sont si horribles que même les juges endurcis du tribunal révolutionnaire pâlissent. On apprend les mariages républicains. Des jeunes gens, garçons et filles, attachés nus ensemble, assommés à coups de sabre, puis jetés dans la Loire. Des témoins racontent avoir vu Carrier coucher avec 3 belles femmes, puis les faire noyer le lendemain. D'autres parlent d'infanterie et de cavalerie vendéenne qui s'étaient rendues volontairement, avec promesse de sauvegarde, et qui ont été massacrés quand même. Jean-Marie Lequignot, autre représentant en mission qui avait travaillé avec Carrier, témoigne contre lui. Il décrit un homme ivre de pouvoir, qui prenait plaisir à infliger la souffrance, qui riait en signant des condamnations à mort, qui organisait des banquets pendant que des centaines de personnes mouraient dans les prisons. Carrier se défend comme il peut. Il invoque les circonstances exceptionnelles, la guerre civile, la menace vendéenne, le danger de l'épidémie. Il dit qu'il ne faisait qu'exécuter les ordres du comité de salut public, que tout ce qu'il a fait était nécessaire pour sauver la République. Mais les preuves sont trop nombreuses, les témoignages trop précis, et surtout, le climat politique a changé. La Convention thermidorienne veut tourner la page de la terreur. Elle a besoin de montrer qu'elle condamne les excès, que la justice républicaine peut punir ceux qui l'ont pervertie. Le 16 décembre 1794, le verdict tombe. Guilty. Jean-Baptiste Carrier est condamné à mort par guillotine. Avec lui, 2 de ses principaux complices, Grandmaison et Pinard, membres du comité révolutionnaire de Nantes. Le jour de l'exécution, la foule parisienne se masse place de la Révolution. Certains veulent voir le monstre de Nantes mourir, d'autres sont simplement curieux. Carrier monte à l'échafaud avec une certaine dignité. Il ne supplie pas, ne pleure pas, ne demande pas de pardon. Jusqu'au bout, il reste convaincu qu'il a servi la République. La lame tombe, la tête de Carrier roule dans le panier, la foule applaudit. Mais la justice est incomplète. Carrier n'était pas seul, il avait des centaines de complices. Les membres de la compagnie Marat qui ont noyé les prisonniers, les membres du comité révolutionnaire qui ont signé les ordres, les juges de la